Aujourd'hui, sur TTPA, la caméra fait un malaise. Mathis sort sa trousse de secours et... Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne TTPA. Aujourd'hui, nous allons refaire une Mercedes, mais pas n'importe laquelle. Je vous laisse découvrir. Je m'appelle Mathis Thévenin, j'ai 24 ans, je suis mécanicien, technicien spécialisé dans la restauration des véhicules anciens Youngtimer. D'accord. Donc je fais de la restauration des véhicules anciens qui va à partir des années 40 à peu près, voire même avant, hein. Ça nous est déjà arrivé. Et puis jusqu'à voitures d'aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui à peu près, jusqu'en 2015 à peu près, on fait quand même des marques assez spécialisées dans les marques de luxe. D'accord. Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Jaguar, Austin Healey pour ceux qui connaissent. D'accord. Oui, donc c'est vraiment les hautes gammes, quoi. Les hauts de gamme de l'époque. C'est une Mercedes-Benz 300 CE W124 D'accord. de 1989, Ok. phase 2. Voilà, donc une petite bombinette des années 80-90 D'accord. qui a des belles lignes italiennes aussi parce qu'elle a été dessinée par un Italien. Et, Elle, c'est une italienne. oui, c'est une italienne, c'est une voiture italienne totalement. Après, voilà, elle a été dessinée par un Italien, monsieur Bruno Sacco, D'accord. qui lui justement était le designer italien chez Mercedes pendant les années 80-90, qui a D'accord. fait dessiner plusieurs modèles et qui sont aussi d'une magnifique, d'un magnifique allure. On va dire, c'est l'une des époques où ça a présenté le mieux Mercedes à ce moment-là. Bah, c'est vrai que ces Mercedes-là, on les reconnaît, elles sont parmi toutes, on les reconnaît avec leurs grandes calandres, leurs Oui. grands feux. Oui, c'était le signe distinctif de la marque, on va dire, bien défini. Elle a le rétroviseur passager qui est plus petit que le rétroviseur conducteur. C'est fou. Ce qui est assez fou, justement, c'est un design, et si je me trompe pas, c'est le seul modèle qui possède ce genre de design Un peu particulier. un peu particulier. Ça, elle a tombé, hein, franchement. Et t'as qu'un seul C'est un essuie-glace. seul bras d'essuie-glace, ouais. C'est un essuie-glace, justement, il fait le tout le pare-brise. D'accord. C'est quand on peut l'enclencher, c'est assez incroyable, c'est impressionnant la taille qu'il fait, en fait. Ouais. Et puis, il a une particularité aussi, justement, de l'essuie-glace, quand on le range, il est toujours côté conducteur. Quand on enclenche l'essuie-glace, la première partie à essuyer sur le pare-brise, c'est la partie conducteur, c'est celui qui regarde la route. Donc, ils ont justement fait ça exprès. Mercedes ont été capables de trouver des moyens pas chers et très logiques, on va dire. C'est ça. Très logiques. Faire comme tu as dit pour les rétros, faire le conducteur plus grand que le passager, c'est normal en fait. Disons qu'à l'époque, dans les années 80, le rétroviseur droit n'était pas obligatoire. Après, il est devenu obligatoire à partir d'une certaine année, je ne sais plus laquelle. Mais après, justement, et pour, on va dire, le design, ils se sont dit, tiens, on va mettre un rétroviseur passager plus petit. Ouais, non, mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas remarqué vraiment. Oui. Si tu fais pas attention, que tu regardes en globalité, tu vois pas forcément qu'il est plus petit. Oui, c'est vrai. Dis-nous-en un peu plus sur les spécificités de ton modèle. Eh bien, ce qui m'attire beaucoup plus sur ce modèle et les spécificités, selon les modèles et tout ça, ce que j'aime bien, c'est les ailes qui s'élargissent comme ça. Ouais. Ça, j'aime bien, c'est un design qui est assez sympa, qui fait aussi voiture, on va dire, carrosserie sportive pour une voiture de luxe. Oui, c'est ça. Ce qui est assez rigolo, je trouve, et c'est ça qui m'attire beaucoup sur cette voiture. C'est quand on est en face, on voit bien les ailes qui s'élargissent et tout ça. Cool. Et ça fait vraiment un type sport, alors que c'est une voiture qui est faite pour procéder. C'est vrai qu'elle est dans un état... Elle a été repeinte, en fait. Elle a été repeinte parce que, malheureusement, en 2007, si je me trompe pas, elle a été accidentée. Elle a eu un accident. Et en fait, le propriétaire ne voulait surtout pas s'en séparer. Oui. Et cette voiture, elle a été repeinte, mais sa peinture n'est pas d'origine. D'accord. Elle a été repeinte avant, elle était couleur Bordeaux. Rouge D'accord. Bordeaux. Donc, il a complètement choisi une autre teinte. C'est pas une teinte Mercedes, mais il a fait un très bon choix parce que c'est une teinte que j'aime beaucoup. Oui, qui c'est lui va vrai. vraiment bien. Et puis ça la tasse pas, ça la grandit pas, Oui. ça fait juste... Ça garde le profil qu'elle a. C'est ça. Voilà, et puis après, les jantes, pareil, elles ont été repeintes du coup au niveau de la couleur de la carrosserie et tout ça pour faire un ensemble bien sympa. C'est vrai que ça se marie vraiment bien, le gris souris un peu comme ça avec la couleur. Totalement, c'est des jantes AMG et puis c'est des jantes AMG qui coûtent relativement cher. Donc moi après j'ai eu la chance qu'elle avait déjà ces jantes-là quand je l'ai acheté. Les spécificités qu'on peut voir à l'arrière, c'est sa largeur qui est assez imposante.
les gros feux arrière qu'on voit bien, hein, qui sont triangulaires, qui a un design assez sympa, moi je trouve, Oui, justement. ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, ouais, et là, cette ligne-là, juste celle-là, là, elle est juste sublime. Oui, sur toute la longueur de la voiture. Ouais, c'est un design assez extraordinaire que j'aime beaucoup aussi. Et puis avec le gros logo Mercedes derrière, ça fait sympa. Bah, normalement, sur ce genre de véhicule, elles ont normalement les emblèmes, justement, qui permettent de désigner Mercedes-Benz 300 CE. Normalement. Ils n'ont plus le droit maintenant de les appeler Mercedes-Benz. On les appelle, c'est toujours Mercedes-Benz, mais sauf qu'on a pris tellement l'habitude de dire Mercedes en fait. Mercedes-Benz, normalement, c'est le nom à sa naissance. C'était deux personnes. La personne qui a fait cette marque, il a donné le nom Mercedes à cette marque à sa fille. Sa fille s'appelait Mercedes. Et puis en fait, c'était Monsieur et Madame Benz. Et Monsieur Benz, il a créé la marque. Ils ont eu une fille tous les deux qui s'appelait Mercedes. Et puis il a dit, je vais me faire fabriquer la marque en hommage à ma fille Mercedes. D'accord. Voilà. Et sa femme, qui s'appelle Bertha Benz, est la toute première femme au monde à conduire une automobile. Ah oui. Dans les années 1890, si je me trompe pas. D'accord. C'est la toute première femme au monde à avoir conduit une automobile. Bertha Benz, qui avait parcouru, je crois, une centaine de kilomètres. Et là, l'histoire est la suivante. Elle avait parcouru un chemin avec sa première automobile, avec ses enfants. D'accord. Et elle est tombée en panne d'essence. Mais elle tombe en panne d'essence à côté d'un petit village. Et l'histoire est qu'elle tombe en panne d'essence, et là les gens autour voient que c'est une femme qui conduit, donc ils étaient tous troublés. Et là ils voient que madame est en train de traficoter la voiture, elle cherche la panne de qu'est-ce qui se passe, parce elle avait une fuite apparemment. D'accord. Elle répare la fuite, et elle va, et pour le carburant, elle va dans une pharmacie. Et en fait à l'époque, les stations essence n'existaient pas encore. Parce que c'était le tout début de l'automobile. Et va dans une pharmacie et demande un produit qui est un fluide qui sert justement de carburant pour le véhicule. Un peu comme de l'essence. Un peu comme de l'essence, ouais. Et en fait, il faut savoir que la toute première station-service au monde était aussi une pharmacie. C'est étonnant, Oui. C'est aussi une pharmacie. C'était la toute première station-service au monde. D'accord. En Allemagne. Le coffre, pour préciser, il y a des breaks qui ont des coffres de 500 litres, de 400 litres, de 450 litres et tout ça. Alors après, il y a certains breaks qui peuvent aller jusqu'à 700 litres. Mais moi, ce que je trouve génial chez Mercedes, c'est que pour un coupé ou pour une berline, ils font quand même des coffres mastoc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font des coffres de 520 litres quasiment. Ouais. 520 litres. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ça qui est incroyable, elle a 520 litres de capacité de coffre, et je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on peut partir en vacances sans forcément avoir un break, en fait. Oui. Et même les breaks W124, elles ont existé. Et les breaks, elles avaient des coffres, un volume de coffre qui pouvait aller jusqu'à 700 litres sans problème, en fait. Ah oui. 700 litres, sachant que les breaks ont existé en 7 places. C'est-à-dire qu'il y avait 2 places derrière. Oui, dans le coffre, du coup. Dans le coffre. Mais qui n'allaient pas, les sièges n'allaient pas direction la route. On voyait l'arrière de la route. Oui. C'est vrai qu'ils étaient dans l'autre sens. En fait. Mais c'était des petits strapontins. Ça sortait du dessous de la voiture, là. C'était rangé, en fait, dans le coffre. Et en fait, c'était des strapontins. Dans l'autre sens, on s'asseyait, on voyait le coffre. On voyait les gens derrière, on pouvait leur faire coucou. C'était pour les punis? Oui, c'est ça, on va dire ça. C'est les voitures punies. Oui, c'est ça. Mais non, moi, je trouve ça génial avec cette voiture, c'est que c'est un coffre blindé. Oui, donc tu peux partir largement en vacances avec, quoi. Ah, complètement. Je partirais pas forcément en vacances avec, ou alors ce serait très rare, mais au moins je sais que j'ai une grosse capacité de coffre. Puis le petit... Oui, c'est vrai que toutes les Mercedes. Je pense que oui, à l'époque, toutes les Mercedes, dans les années 80, elles avaient forcément le triangle sur le coffre. Alors que chez BMW, par exemple, c'était la boîte à outils qu'on ouvrait justement à l'époque avec les outillages qu'il y avait dedans. Chez Mercedes, c'était les triangles. C'est pas mal, au moins tu sais où il est. Ouais. Tu le cherches pas partout. Non. Dis-nous-en un peu plus sur ton intérieur. C'est un véhicule qui, à l'époque, c'était quand même sur la classe E, la classe C, la classe S. La classe S, c'est la voiture la plus luxueuse de l'époque.
Après, il y a eu justement la classe E, qui est une voiture de luxe de l'époque. Donc justement, elle avait quand même son côté luxe à l'intérieur. Et la classe C, qui est une voiture, on va dire, de ville, berline, une voiture familiale. Mais elle avait quand même aussi sa boiserie à l'intérieur, ses sièges en cuir, elle avait quand même son côté luxe. Mais la classe E et la classe S, c'est celle qui était le plus luxe, on va dire. D'accord. Et sur tous les modèles, elles avaient des détails qui étaient quasi les mêmes partout. Le tableau de bord était les mêmes tout le temps, sur tous les modèles. T'avais juste des options en plus. Ouais, il y avait juste 2-3 options en plus. Et justement, celle-ci, j'ai la chance de pouvoir l'avoir en intérieur cuir. Ouais. Et Il est très bien conservé d'ailleurs. ah oui, franchement, la personne l'a très bien entretenu. Ce qui était ce qu'on voyait assez souvent, c'était les conducteurs. On voyait souvent justement ce côté-là qui s'abîmait. Parce que les gens, quand ils s'asseyaient, soit ils avaient des jeans avec des boutons derrière, ça faisait des écorchures sur le siège, ce qui était assez énervant parce qu'ils font pas attention. Mais voilà, c'était le seul détail où c'était vraiment la partie qui s'usait le plus sur la voiture. Dessus, pour régler le siège, ce qui est bien, c'est que c'est des sièges électriques. Déjà? Oui. Les boutons, en fait, sont sur la porte. Vous avez la partie qui s'avance. La partie qui s'avance. Après, le problème, c'est que c'est un boîtier qui est à l'intérieur. Oui. Ça a souvent la maladie de mal fonctionner. Oui. Mais normalement, on peut régler la hauteur. Ouais. On peut régler la hauteur et l'inclinaison du siège. On peut régler justement le dos électriquement. Punaise. Et il y a le tout petit bouton derrière qui est l'appui-tête. On peut le monter et le descendre électriquement. Ah, il est full électrique. Ah, complètement. Et des deux côtés. Waouh. Et Ah oui. c'est assez génial. Et la partie qui est assez troublante aussi, mais c'est aussi un design que j'adore sur cette voiture qui me fait que j'avais envie d'acheter la coupée, c'est quand on met le contact. Je vais vous montrer. Je vais baisser la vitre, on va mieux voir. Je vais ressortir et je vais fermer la porte. Vous allez voir ce qui va se passer. Pour les conducteurs et même pour les passagers, vous avez le gadget qui amène la ceinture à la personne. C'est ça qui est génial. Et dès qu'il est enclenché sur son bouton, il se rabat tout seul. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est un bras en fait. C'est un bras en fait, c'est un moteur qui est derrière. Et en fait, dès qu'on on met le contact et dès qu'on ferme la porte, il y a le moteur qui nous amène la ceinture. Waouh. Ça, c'est un design qui m'intrigue énormément sur cette Ah voiture. oui, non, c'est assez dingue. Ouais, complètement. Ça doit te perturber la première fois que tu as eu le bras qui est venu. Ah, la première fois quand je l'ai acheté, c'est la première coupée que j'ai. Avant, j'avais la berline et la berline n'existait pas. Elle n'avait pas ce gadget-là. D'accord. Et moi, la première fois que j'avais ça m'avait perturbé énormément parce que j'étais pas prêt à avoir le truc sortir de mes yeux comme ça. J'étais ah oui, merde, c'est vrai. Pardon, il y a le bras. Voilà. Mais parce qu'on a tendance à chercher en bas ou oui, en voilà, haut. mais justement, eux, dans une voiture type confort, ils ont fait justement exprès pour que maximum le conducteur n'ait pas à fournir d'efforts. Que ça soit sur les classes E et sur les classes S. C'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Mais ça, ils le font plus de nos jours. Ça, aujourd'hui, non, malheureusement, c'est une option qui n'existe plus. Ce qui est dommage, je trouve. Bah oui, parce que ça va avec le fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, après, on a des vides-poches qui sont énormes. Oui, c'est ce que je Voilà. vois, ouais. Et ça, c'est une partie qui est assez incroyable. Il faut savoir que cette partie-là, c'est une vitre. D'accord. À l'époque, quand on faisait les révisions sur les véhicules, Oui. on avait le carnet d'entretien avec justement les 200 000 km, les kilométrages et tout ça. Et ben, ce qu'on faisait, il y avait des coupons. On enlevait les coupons. Chaque révision, on enlevait le coupon et on mettait à l'intérieur ça, comme ça. On voyait justement à quand est-ce qu'on avait le prochain entretien. C'est assez dingue. C'est dingue, hein? Ouais. On peut pas dire qu'on l'a pas vu en fait. Ah bah non, mais c'est Mercedes. Il n'y a que Mercedes qui ont fait ça. C'est assez dingue. C'est pas mal. Puis même là, ça rappelle vachement les cuirs, Ah oui, surpiqués de complètement. siège. Ah oui, c'est ça qui est aussi incroyable. Elle a toujours eu un design qui tapait à l'œil à l'époque. Ouais. Donc, Et du coup, celle-là, elle vient d'où, d'Allemagne? oui, c'est une Allemande. Si je ne me trompe pas, elle vient de Francfort. D'accord. Après, elle a été matriculée en France. Et elle a passé beaucoup de temps en région parisienne. D'accord.
Avec son gabarit, ça devait pas être facile. Hein. Non, ça devrait pas être évident, je l'affirme. Mais et moi qui ai eu la berline justement en région parisienne, c'était infernal à garer. Que ça fait 4,80 m de long, ça fait quasi presque 2 mètres de large à la limite, j'abuse peut-être un peu, mais à garer pour faire les créneaux c'était assez compliqué. Oui, parce qu'il faut pouvoir les... Même ma montre de bois à côté, elle fait petite, ah oui, pourtant elle est déjà... Voilà, c'est une berline, c'est imposant, mais celle-ci, pour une coupée, c'est... Un grand coupé. Complètement, c'est un grand coupé, complètement. Punaise. Voilà. Puis même la belle boiserie au milieu, enfin c'est les trucs typiques voilà, d'Allemandes de l'époque. Ah oui, complètement. Les Allemandes à l'époque, ils faisaient des boiseries qui étaient d'une qualité extraordinaire. Puis j'ai une option qui est assez incroyable aussi, on peut le voir sur le capot. Juste devant le levier, j'ai un petit écran. Un petit... Ah oui. Voilà. Et en fait, cet écran, ça s'appelle le système Webasto. Le système Webasto, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Oui. C'est une option où en fait la voiture, on met une programmation, elle a l'heure qui est intégrée dedans, ouais. Et après on met une programmation sur une heure précise. En fait la voiture, avant que le conducteur arrive, 5 minutes avant, elle va chauffer l'habitacle. D'accord. Déjà dans les années 80. Exactement, dans les années 90-80, c'était déjà une option où en fait l'habitacle était chauffé avant que le conducteur arrive. Donc il arrive et c'est déjà chaud. Donc ouais, voilà, c'est-à-dire admettons il part du boulot à 18h, il met le programme à 17h45, et ben il a 15 minutes avant et la voiture elle va se préparer à chauffer. Et du coup elle va aussi se dégeler un peu, non? Oui, complètement, en fait elle va dégivrer la voiture, et ben, si c'est pendant les périodes de froid, elle va dégivrer le pare-brise, elle va dégivrer la vitre arrière, elle va enlever toute la buée à l'intérieur, elle va chauffer l'habitacle pour éviter que le conducteur il soit congelé à l'intérieur. Mais c'était une option extraordinaire à l'époque. Bah ouais, clairement. Donc c'est une boîte auto? C'est une boîte automatique en 4 vitesses. D'accord. Elle a existé en boîte automatique 5 vitesses, ce qui est un peu, on va pas dire plus rare, mais un peu quand même. Et elle a existé en boîte manuelle aussi, hein. Les boîtes manuelles c'était que des boîtes 5 il me semble. D'accord. Mais voilà, elle a existé en boîte 4 et 5 automatique. Moi j'ai pris la boîte 4. La boîte 5 est bien, mais moi j'ai une préférence pour la boîte 4 parce que la boîte 4 est plus fiable que la boîte 5. D'accord, c'est une question de fiabilité. C'est une question de fiabilité, ouais tout à fait. D'accord. Et puis après, justement, ce qui est assez extraordinaire à l'intérieur, elle a des options qui sont incroyables. J'ai un pare-soleil pour la lunette arrière. J'ai le bouton qui se situe au milieu et je peux la déployer. Il faut juste que je la démarre. Et ça va. Voilà. C'est assez dingue quoi. Ça c'est pratique. Ah bah quand on a le soleil qui tape à l'arrière, c'est super pratique. Et même pour les enfants, par exemple les personnes derrière, ont envie d'avoir le coup de soleil à la nuque, bah, ils ont fabriqué ça. Et bon. C'est une option que j'avais découvert quand j'ai acheté cette voiture, je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça toujours extraordinaire. Donc presque toutes les options sont électriques en fait. Ah complètement. Et à l'époque c'était une électronique qui était super fiable, ça marchait super bien. Ah, la preuve ça marche encore. Ça marche encore. Après avec le temps ça fatigue un peu, c'est les moteurs électriques et tout ça, c'est pour ça qu'elle a un peu de difficulté à sortir. Mais ça marche super bien. Même l'antenne, alors malheureusement sur celle-ci elle ne fonctionne pas, faut que je le répare. L'antenne sort électriquement grâce à un bouton que j'ai au milieu. D'accord. Autre option, là c'est un système pneumatique. J'ai les appuis-têtes à l'arrière qu'on rabat manuellement. D'accord. Mais pour le conducteur, quand il n'y a plus de passagers, il n'a pas envie de se prendre la tête à les rabattre, il y a un bouton qui les rabat automatiquement. C'est un système automatique. On y va. Et encore une option, j'ai le klaxon biton.
C'est-à-dire que j'ai un klaxon pour la ville et un klaxon dehors de la ville. Et pour vous montrer, j'ai un klaxon. Classique. Je mets l'autre klaxon. D'accord. Voilà, c'est une option que je trouvais ça assez génial. Ça sert peut-être à rien, mais c'est génial. Moi j'aime bien. Celui-là. C'est un véhicule qui est blindé d'options et qui, franchement, sont assez extraordinaires. Ils sont là pour le confort. Ah non, mais même J'ai un bouton au centre qui permet de régler la balance du son. C'est-à-dire que je peux avoir plus de son à l'avant ou à l'arrière. Et j'ai aussi un bouton. Alors, j'ai le rétroviseur conducteur manuel, mais j'ai le rétroviseur passager électrique. Parce que là, tu y as accès, mais pas là-bas. Exactement, c'est Mercedes qui ont fait ça. T'as un toit ouvrant également? Oui, j'ai totalement un toit ouvrant. Alors, il a deux positions d'ouverture. Ce qui est ironique, c'est qu'il est couleur carrosserie. D'habitude, c'est couleur, enfin, c'est une vitre. Et là, ils se font bien en la masse. Oui, c'est ça. Ils ont fait justement le côté un peu. Voilà, j'ai 7 ouvertures complètes. Voilà, donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'ouvrir les vitres. Il y a déjà assez d'air qui circule comme ça. Et après, j'ai la partie, donc là, je la referme. Et l'arrière se lève. Exactement. Voilà, que ça. Et même ça, comme ça, c'est assez incroyable. Ça brasse déjà assez bien l'air. Oui, bah on en a aussi sur nos voitures des toits comme ça. Et c'est vraiment bien, quoi. Ah ouais, c'est super pratique. Ah oui. Et électrique aussi. Oui, aussi. Une dernière option, enfin une dernière, c'est même pas une option, c'est montée de série sur cette voiture. Vous avez les pare-soleil, un peu grincer. Vous avez même le pare-soleil au centre. Oui, parce que ça c'est super emmerdant quand t'as le soleil. Exactement. Eh ben Mercedes l'ont fait. C'est Mercedes qui l'ont fait sur les W140 des classes S et tout ça. Elles les existent et tout ça. C'est vraiment incroyable. Oui, parce que des fois c'est super chiant parce qu'on a beau mettre les pare-soleil, ça passe. Et bah voilà, Mercedes ils y ont pensé. T'as eu un historique avec cette voiture? Bien, est-ce que j'ai eu un historique avec cette voiture? Disons que ça va faire 1 an au mois de décembre 2023 que je la possède. D'accord. Et j'avoue que j'ai 24 ans et depuis que j'ai environ 16 ans, depuis que j'ai découvert la voiture sur internet, etc., ça a toujours été un véhicule que j'ai toujours adoré. Et puis il faut savoir que c'est un véhicule qui est passé dans les films, comme le film Taxi. Oui. Avec justement, c'était des W124 E500 avec des V8 à l'intérieur. Et justement, et en fait, j'ai découvert la voiture par ce film. D'accord. Au début. J'y accrochais pas trop, mais après, quand par le temps et quand j'ai grandi, j'ai continué à découvrir cette voiture et c'est là où je me suis dit, elle a quand même des gadgets extraordinaires pour l'époque, pour les années 80, qui était une avancée technologique pour les années 80-90. Et qui, justement, c'est ça qui m'attire énormément, c'est que c'est un véhicule pour l'époque qui est blindé de technologie et qui était une grande avancée technologique à l'époque, justement. Bah oui, clairement. C'est ce qui fait sa différence par rapport aux autres. Ah oui. Il est beau. Ça change de tous les plastiques qu'on voit partout. Complètement. Et c'est là où on voit qu'elle était rouge à la base. Et oui, en fait, elle a été repeinte justement, comme j'ai dit, et elle a sa couleur bordeaux à l'intérieur. En fait, ils se sont pas cassé la tête à peindre à l'intérieur. Ça me dérange pas plus que ça. Moi, ce qu'on voit le plus, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est. Tu comprends pourquoi le capot il est si loin en fait. Oui, c'est ça. C'est que c'est un moteur qui a un 6 cylindres en ligne qui est vraiment long, quoi. Et après, donc c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres de cylindrée, de 190 chevaux. Alors il faut savoir qu'elle a existé, il y avait différentes puissances, c'est-à-dire qu'en la puissance précise, c'était 188 chevaux. D'accord. En Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en fait, celle-ci, elle a un catalyseur. Et les catalyseurs n'étaient pas obligatoires à l'époque. Mais je pense qu'en Allemagne, je crois que c'était possiblement obligatoire en Allemagne, mais pas en France encore. En France, les catalyseurs sont devenus obligatoires à partir de 1993. Ouais, c'est ça. Et celle-ci, elle a le catalyseur. Et en fait, normalement, quand on met un catalyseur sur une voiture, elle perd un peu sa puissance. Ouais, elle perd des chevaux. Donc elle perd un peu de chevaux.
Et celle-ci, curieusement, ils ont fait justement la configuration pour avoir les 188 chevaux, 190 chevaux, on va arrondir, vraiment, même avec le catalyseur. Donc si tu enlèves le kata, là, tu as facilement... Bah, j'ai peut-être, on va dire, allez, je vais dire à peu près 195 chevaux. Ouais. On ne gagne pas non plus énormément, Mais quand même un peu. mais quand même un peu, ce qui fait plaisir aussi. Bah oui. Quand j'aurai le temps et la place, moteur, boîte et pont, je le sors tout Oui. et je refais tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des micro-fuites et tout ça. Oui, parce que Et là, en fait, elle a aussi un système d'injection qui est assez, assez spécifique, parce qu'on a des injections aujourd'hui qui sont, voilà, ce sont des injecteurs qui envoient et tout ça. Sur ce genre de véhicule, c'est une injection qu'on appelle Kg-tronic. Oui. Le Kg-tronic, voilà, c'était une option, c'était une injection à l'époque fabriquée par Bosch, qui avait un plateau sonde, il y avait tout un truc qui gérait le débit. Une fois que ça merde, c'est la merde. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose qui était assez capricieux. Oui. C'était assez capricieux. Donc voilà, après moi, celle-ci, j'ai la chance qu'elle fonctionne très bien. Elle fonctionne parfaitement bien. Donc, je touche du bois. Et puis voilà, c'est que je voudrais un jour pouvoir sortir tout et refaire tout, peinture, surfacer la culasse, refaire tout réviser, tout ça. Comme ça, je veux qu'elle soit... En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit état concours. Oui. Et le projet que j'aimerais quand même faire au niveau de l'échappement, c'est peut-être faire une ligne complète en inox pour avoir un joli son. Et elle aura peut-être un catalyseur en moins, peut-être, mais elle aura justement un collecteur en inox, comme ça lui fera une belle ligne. Et ça roulera plus. Et c'est ça. Et puis voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que sur cette voiture, pour bosser sur ce genre de véhicule, elle a une façon où elle a ça, le capot s'ouvre de cette inclinaison-là, Oui. mais elle a le capot à la position garage. C'est-à-dire qu'on a des petits loquets sur les côtés. Ouais. On a des petits loquets. Et se met complètement à la verticale. Ah oui. D'accord. Ah oui, là pour bosser, c'est... Ah mais c'est ça qui est incroyable. Pour Et bosser, puis même là, pour, on a la place totale. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça, ouais. Donc c'est pour ça que elle est blindée de systèmes où en fait Mercedes ils ont compris qu'il fallait que ça soit pratique, logique et facile d'accès. Oui, parce que comme il était à la base, pour travailler en dessous, t'as toujours peur de te prendre la calandre, quoi. Exactement, se la prendre dans la tête, ça peut faire mal et tout ça. Donc voilà. Et puis le système Webasto qui permet de chauffer, c'est cette partie-là justement. D'accord. Voilà, il y a tout le circuit de refroidissement qui circule dedans, il y a une résistance qui chauffe et qui fait chauffer l'habitacle justement. C'est assez dingue, hein. Voilà. Et l'autre partie, et l'autre particularité aussi, c'est que de l'autre côté, alors il y a l'ABS sur cette voiture. D'accord. J'ai l'ABS. Et j'ai un autre système qui s'appelle le système ASD. En fait, c'est un système hydraulique au niveau du pont arrière. J'ai en gros un différentiel à glissement limité. D'accord. Mais en fait, ça marche de manière hydraulique, c'est-à-dire que quand il y a une roue qui a une vitesse de rotation plus importante que l'autre, automatiquement le pont va faire son job pour rattraper en fait pour que les deux ont la même vitesse de rotation. C'est en fait un système d'antipatinage hydraulique et qui était en option à l'époque chez Mercedes. Et du coup, c'est une propulsion. C'est une propulsion. Et du coup, cette passion de l'automobile te vient d'où ? Disons que mon grand-père n'a pas été mécanicien, mais il le voulait quand il était jeune. Il cherchait un patron, il l'a jamais trouvé. Et en fait, malgré tout, en fait, il a travaillé dans la soudure toute sa vie, quasiment, et dans le cognac. Et c'est quelqu'un qui, en fait, il a eu beaucoup de voitures pendant toute sa vie. Il est encore là aujourd'hui, j'ai la chance, mais il a eu beaucoup de voitures. Il a commencé il a eu des DS, il en a eu 2, il a eu des 2 chevaux, il a eu pas mal de Peugeot, il a eu des Ami 6, je crois qu'il a eu une Ami 6, une Ami 8. Ah oui. Ah oui, non, franchement, il a eu des 404, des 204. C'était vraiment quelqu'un qui était passionné par l'automobile. C'est simple, il démontait, sur toutes les voitures qu'il a possédées, il démontait les moteurs sur la table de la cuisine.
Et forcément, mamie, est-ce que heureusement, mamie, non, elle disait rien du tout, elle adorait, elle aimait bien aussi. D'accord. Ah ouais, elle aimait bien. Donc voilà, c'est depuis que j'ai environ 8 ans que j'ai toujours rêvé de faire ce métier. D'accord. Voilà, après, c'est pas le métier principal qui me fait rêver. Avant, j'ai toujours voulu rêver d'être pilote automobile Oui. ou pilote moto, parce que j'adore la moto. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire pendant 2 années où j'ai participé un petit peu à des rallyes automobiles. D'accord. Donc c'était vraiment génial. C'était vraiment génial, une belle expérience. Et si je pouvais refaire, j'aimerais bien. Ouais. Mais on verra dans les années à venir. Et puis c'est un métier, disons que c'est pas un métier facile quand même, parce que c'est quand même du temps de travail où on passe du temps dans le froid, dans la chaleur, avec l'atelier, tout ça. Oui. On n'a pas forcément tous des clims, hein. Et puis il y a les chaleurs des moteurs et de ça qui aident pas beaucoup. Non. Donc c'est un métier qui est pas simple. C'est un métier qui est pas simple, mais c'est quand même un métier qui est assez passionnant pour moi, parce qu'on quand même on découvre beaucoup. En fait, quand on se spécialise dans l'automobile et dans les véhicules anciens, on se rend compte de l'évolution énorme qui s'est déroulée pour la nouvelle technologie et tout ça qui s'est déroulé. Oui, toi t'es en plein dedans. Donc Ah oui, et moi justement, comme je suis spécialisé là-dedans, je découvre les technologies au fur et à mesure des années qui sont passées. Et je trouve qu'en fait, ils ont fait une avancée extraordinaire. Ça a accéléré énormément, c'est allé vraiment très vite. Donc c'est ça qui me passionne dans l'automobile, c'est même dans l'histoire automobile, il y a tellement de choses passionnantes. Dans une vie, personne ne peut savoir 100% de la connaissance de l'automobile. Ah non. Personne ne peut faire ça. Il faudrait je sais pas combien de vies pour le savoir. Elle pèse combien? Alors sur le papier, ça pèse, on va dire sur le papier, ils disent que pour à vide, ça pèse environ une tonne 5 à peu près. Dans la réalité, elle fait vraiment une tonne 7 à peu près. Oui. Ça pèse quand même une tonne 7, une tonne 8. Ça pèse quand même un certain poids. Oui. Voilà, c'est... Bah après, tout l'électronique embarquée, ça fait du Oui, poids. c'est ça. Et puis après, le réservoir, j'ai un gros réservoir de 70 litres de capacité. Hein. Oui. Et puis, et ça peut monter jusqu'à 90 litres, il me semble. Sur les plus Ou gros. alors c'est 80 litres pour les modèles diesel. D'accord. Moi j'avais la berline diesel, le 250 turbo diesel, c'était un 5 cylindres turbo diesel de 126 chevaux. J'avais 80 litres de capacité de réservoir. Ça doit faire mal à remplir. Comment? Ça fait mal à remplir. Ah ouais, ça fait mal à la pompe. Mais quand on fait que de la route de campagne, on ne consomme vraiment pas. Curieusement. En vrai, je mettais 120 € de gasoil à l'époque. Et 120 € de gasoil, avec un plein, je faisais quoi? Allez, 1200, 1300 km. Hein. Ah oui, bah ça c'est rentable. Je faisais du 8-9 litres de consommation, pas plus. Hein. Et avec elle? Avec elle, vu que c'est une essence, je fais entre 10 et 15 litres. Tout dépend comment je roule en fait. Oui. C'est quand où je roule un petit peu en appuyant fort. En vrai, j'ai à peu près entre 600 650 km d'autonomie. Alors que quand je fais vraiment que de la route de campagne à 80-90, je fais facile 750-800. Hein. Ouais, c'est correct. Hein. Donc oui, c'est plutôt correct pour un réservoir de 70 litres. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais chez Peugeot Citroën, en région parisienne, en apprentissage. J'étais apprenti, donc j'ai appris la base de la mécanique chez Peugeot Citroën, etc. C'était très passionnant parce que après j'apprenais les bases, j'avais un super maître d'apprentissage avec qui j'ai toujours contact. Et en fait, j'ai pu rentrer dans la restauration des véhicules anciens parce que l'école où j'étais en région parisienne venait tout juste d'ouvrir la section pour les véhicules anciens. Et justement, je me suis dit, allez, je me lance vu que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis toujours. Et le truc, c'est que je cherchais une entreprise justement pour ça, parce que là où j'étais, c'était une concession. Donc on ne pouvait pas me prendre pour la restauration des véhicules anciens. Donc j'ai cherché, et puis j'allais chercher dans toute la France, parce que des entreprises en Ile-de-France, on a partout pour les véhicules anciens, on en a partout, ça circule partout. Il y a des émissions pour ça, vintage mécanique et tout ça, voilà, c'est en Ile-de-France, hein, je sais où ils sont les garages. Hein. Et pourtant, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir une place là-bas. Puis je me dis, je vais essayer de chercher un peu plus, on va dire un peu ailleurs en Ile-de-France. Et j'ai la chance d'avoir mon employeur actuel qui m'a contacté. En fait, l'école en fait était en relation
sont en relation avec des entreprises qui cherchent des apprentis, Oui. dont celui où je suis. D'accord. Et en fait, ils ont reçu mon CV et ma lettre de motivation. Ils avaient d'autres apprentis, ils avaient aussi d'autres apprentis en vue avec les CV qu'ils voyaient. Et puis ils ont vu que j'avais une certaine expérience quand même, parce que c'est moi, j'avais apparemment parmi tous les apprentis qu'ils ont vus sur les CV, j'avais celui qui avait le plus d'expérience. D'accord. J'avais plus de diplômes. Voilà. Et puis c'est là qu'on m'a contacté. Et puis j'adore, on m'envoie un message, enfin on tente de m'appeler, j'avais pas reçu d'appel. Et puis là je vois que j'avais reçu un appel et puis je dis oh, mince, je reçois un mail juste après et là je vois l'entreprise comme quoi on m'a contacté et là je me dis mince, il faudrait que je les appelle et je les appelle et je regarde l'heure, il est genre 20h et je dis bon je vais quand même tenter de l'appeler, tant pis, je vais voir et il me répond, il est 20h du soir, un lundi, je prends l'appel et il me répond. Tu vois, d'accord, ok, bon, c'est incroyable. Et puis là, on commence à discuter, on prend vraiment le temps. L'appel a duré 1h30, hein, franchement. Ah oui. Ah ouais, on avait vraiment fait un entretien téléphonique et tout ça. Et puis je voyais bien que mon employeur, qui est aussi vendeur, est aussi un grand passionné de l'automobile. Et puis il est quand même bien placé dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a fait des concours. Il est quand même numéro 1 européen de la vente et 2e mondial de la connaissance de l'automobile et de la vente. Oui, c'est quand même quelqu'un qui est très haut placé dans ce qu'il fait. Et puis, et franchement, quand on a discuté, ce qui m'avait surtout fait énormément plaisir, c'est quand il m'a dit, oui, là je suis dans le garage, à côté de moi j'ai une AC Cobra Daytona, j'ai une AC Cobra 427, j'ai une Ferrari 458, j'ai une Austin Healey des années de 1940, voilà, tout ça, et là je fais, ah ouais, vous avez quand même pas mal des gros véhicules. C'est là qu'il me dit, après on est justement spécialisé dans les véhicules anciens, c'est pour ça que je te contacte pour te proposer une place chez nous, pour qu'on te spécialise dans ce milieu-là. Waouh. Donc, et puis quand même, il a été super gentil, et puis il est encore aujourd'hui. Le jour où je suis allé visiter, en fait, avant que j'arrive, il m'avait dit, si tu veux venir avant de signer le contrat, tu viens. Il m'a dit, tu prends les billets de train, je te les rembourse, y a pas de problème. Tu prends une journée de congé si tu veux. Et tu viens visiter l'entreprise. Pour toutes personnes qui sont passionnées par l'automobile, qui auraient peur de se lancer dedans, c'est qui se lancent, qu'ils n'ont pas à se poser de questions. Et puis de toute façon, il suffit d'essayer pour savoir si on aime ou pas. Ah, complètement. Pas plus compliqué que ça, quoi. Pas plus compliqué que ça. Donc c'est vraiment un véhicule, c'est vraiment un milieu, où on peut être vraiment très passionné par l'automobile. Et être soi-même. Complètement. Dans plein d'autres métiers, ça peut être le cas, mais dans l'automobile, en tout cas, ça se voit. En tout cas, merci d'avoir accepté. Mais avec grand plaisir. Et puis si jamais il y aurait d'autres véhicules que je pourrais posséder, si jamais je pourrais me le permettre, pourquoi pas refaire des vidéos, ou même pour d'autres vidéos avec la Mercedes si vous voulez, avec grand plaisir. Ça marche, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. J'espère.